Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim, bienvenue, votre émission de conversation sur les livres, ou le livre avec un grand L, en compagnie d'écrivains engagés, forcément engagés, c'est sur Radio J. Aujourd'hui, on a la joie et l'honneur de recevoir une jeune écrivaine, essayiste, journaliste, Noémie Alioua, avec un livre dont le titre est déjà très évocateur, La terreur jusque sous nos draps, sauver l'amour des nouvelles morales, c'est paru aux éditions Plomb. Alors je pourrais commencer comme ça, justement, pour qu'on prenne le dossier. Noémie, bonjour. Bonjour Michel. Je vous ai ouvert la porte par politesse ou galanterie, on ne sait pas. Est-ce que je mérite finalement d'être moi-même inscrit dans le MeToo ? Écoutez, en tout cas, dans les dérives du MeToo, ça paraît évident. Si vous lisez la littérature féministe, on vous expliquera que votre comportement est un comportement dégradant vis-à-vis des femmes parce que c'est une façon pour vous de la dominer et donc que vous faites partie de ce système qu'il faut déconstruire. Déconstruire, il faut que je sois un homme déconstruit. On y reviendra dans quelques instants, Noémie Alioua, avec ce livre qui fait parler beaucoup, c'est sûr. C'est pas la première fois que vous tenez des thématiques extrêmement engagées. Là, on parle de l'amour, bien sûr. Alors, c'est vrai que on parlait tout de suite du féminisme post-MeToo. Est-ce que vous essayez de développer dans le livre un nouvel ordre moral, un peu paradoxalement, qui va traquer donc par la pudibonderie, on va dire, ou même la chasteté, vous utilisez le mot, les hommes et les femmes, jusque dans le domaine de l'intime, d'où le titre, La terreur. Alors c'est pas la terreur, c'est pas le terrorisme islamiste, mais c'est quand même une terreur intellectuelle sous les draps. Justement, c'est de ça dont parle votre livre, et vous êtes là en vraie résistance pour l'amour ? Oui, exactement. J'essaie de sauver l'amour, même si ça peut paraître très prétentieux et très ambitieux. Je pense qu'il y a véritablement un problème aujourd'hui dans les relations hommes-femmes. Alors, c'est pas uniquement dû au discours qui est tenu par les féministes. Il y a d'autres éléments qui entrent en compte. Mais cet élément me semble extrêmement important. Il n'est pas suffisamment mis en valeur. Peut-être parce qu'effectivement, il faut quand même oser s'attaquer à cette nouvelle religion qui est le néo-féminisme et ses dérives. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre. Et c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer. C'est la façon dont, si vous voulez, ces discours-là qui s'attaquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes qui aiment les hommes, eh bien, sont en train aussi d'attaquer l'amour. Or, je pense que l'amour est la plus belle chose du monde et donc il faut la défendre à ce titre. Alors, vous dites l'amour, c'est la plus belle chose du monde. Je suis prêt à vous écouter et à être d'accord avec vous. Mais comment vous finissez l'amour ? Et je crois que vous le faites, puisque vous êtes une littéraire, en prenant des exemples, évidemment, qui ne manque pas dans toute la littérature mondiale. Oui, vous savez, c'est une définition qui est extrêmement complexe d'ailleurs. Je crois que chacun a la sienne et c'est ça qui est justement intéressant. C'est l'idée que l'amour est toujours du côté du singulier, de l'expérience et de la singularité des personnes. Moi, je la définis avec une définition de Dante dans la Divine Comédie qui dit « L'amour est ce qui meut le soleil et les autres étoiles ». Donc, l'amour est une force qui traverse le vivant, si vous voulez. C'est une force, c'est un mouvement et c'est cette idée qu'on ne peut pas complètement renoncer à l'amour, que l'amour ne peut pas qu'on ne peut pas l'écarter de notre vie comme certaines féministes le disent. Alors c'est sûr que l'amour, il faut le sauver, selon vous, il est en danger, on le voit avec vous utilisez le mot carrément dérive totalitaire des mouvements féministes à ce point-là ? Ah oui, bien sûr, c'est à ce point-là. Quand vous voyez, il y a tellement d'exemples au quotidien, lorsque vous écoutez Sandrine Rousseau, la députée écologiste, qui vous explique que lorsque Emmanuel Macron boit une bière cul sec, c'est de la masculinité toxique, c'est une façon d'humilier les hommes, de dire que le moindre de leur comportement, effectivement, devrait être... Macron qui fait de la boxe avec des muscles... Alors là, je ne vous en parle même pas. Là on est vraiment dans la masculinité toxique plus. Et donc, à ce titre-là, il faudrait l'appeler à se déconstruire, donc finalement l'humilier. Et comment est-ce qu'on peut sauver l'amour dans ces conditions, si vous voulez ? Donc, effectivement, ce sont des choses qui existent, qui traversent les discours féministes, avec sans doute toujours cette essentialisation des sexes, cette idée que les hommes sont toujours des bourreaux, que les femmes sont toujours des victimes. Vous voyez, là, vous m'avez tenu la porte, vous m'avez même offert un café. Est-ce qu'on peut considérer que ces comportements-là font pas partie justement de la galanterie, c'est-à-dire au contraire d'une forme de respect entre les hommes et les femmes ?
Eh bien non, les féministes vous expliqueront que la galanterie fait partie de ce qu'elles appellent la culture du viol, et je n'exagère pas, puisque l'actrice Isabelle Adjani parle des 3G, galanterie, grivoiserie, goujaterie, et donc elle fait un lien entre tout cela parce qu'il s'agit toujours de domination. Et ces discours-là sont extrêmement, aujourd'hui, ils sont extrêmement présents dans la société. Ils persistent toujours à présenter la femme comme une femme, comme un bébé phoque, et l'homme comme un criminel en puissance. Alors si l'homme en plus est blanc, occidental, patriarcal, plus de 50 ans, alors là c'est l'homme à bannir, c'est ça ? Bah écoutez, quand vous vous appelez Gérard Depardieu, là c'est sûr que, si vous voulez, avant même la moindre preuve, vous êtes déjà coupable. Par contre, lorsque vous vous appelez Tariq Ramadan, là par contre, c'est plus difficile déjà. Donc effectivement, il y a aussi... moi je parle du féminisme rouge, si vous voulez. Le féminisme rouge, effectivement, il choisit ses cibles, il attaque ses poulains, il a une lecture... Rouge, c'est dire stalinien, pour donner une référence historique. Exactement, oui, c'est justement, parce que dans ce livre, en fait... vous, paradoxalement, vous montrez, enfin, c'est ça le paradoxe, qu'il y a derrière tout ça ce féminisme exacerbé, outré, et qui fait peur, en effet, une demande néoconservatrice, si je vous lis bien, un désir de normes. Justement, c'est pas très révolutionnaire, a priori. C'est puritain, en fait, si vous voulez. Mais c'est l'idée que cette nouvelle révolution serait puritaine. Et en fait, l'idée, c'est véritablement de s'attaquer aux hommes, en fait. C'est d'imaginer une sorte de fantasme de monde sans hommes, qui est d'ailleurs extrêmement théorisé. Vous savez, l'un des manifestes les plus importants de la mythologie féministe, c'est Scrum Manifesto de Valérie Solanas. Et dans ce livre-là, Valérie Solanas, elle dit bien qu'il faut éradiquer les hommes. Et aujourd'hui, c'est un manifeste qui est extrêmement porté par les néo-féministes. Il vient d'y avoir un documentaire sur Arte, sur elle d'ailleurs, que j'ai regardé il y a quelques jours. Donc, on ne se cache plus, si vous voulez, de cette misandrie, de cette haine des hommes. Comment est-ce qu'on peut ensuite défendre l'amour dans ces conditions-là ? C'est la vraie question. C'est la vraie question, c'est votre combat, entre guillemets. Tout à fait. Vous vous rappelez, en faisant, vous venez de le dire un peu, de la relation entre les hommes et les femmes, une forme de contrat. Vous réduisez donc, ça se réduit à un rapport de pouvoir, de lutte, de domination. Et vous vous posez la question dans ce livre, ces discours féministes qu'on vient de définir avec vous, ont finalement abîmé quelque chose qui est magnifique dans l'amour et qui devient aujourd'hui presque une valeur désuète et même inquiétante, c'est le romantisme. Oui, c'est le romantisme. Et avec cette idée, si vous voulez, que, évidemment, je ne défends pas une vision non plus complètement angélique de l'amour. Justement, c'est au contraire. Je pense que si on veut être un peu... un peu scandaleux, on dit que ces femmes-là sont encore plus romantiques que moi, quelque part, si vous voulez. Parce que moi, je défends l'amour imparfait. Et justement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en amour. L'amour est difficile. Là, comme disait l'autre, la pureté dangereuse. La pureté dangereuse. Mais alors que ces femmes-là, elles en ont une idée tellement, peut-être, justement, sur le utopique, qu'elles préfèrent y renoncer, si vous voulez. Donc évidemment... Ça va loin, elles vont renoncer carrément à une relation. Oui, mais il y a un véritable... presque un idéal de vivre pour soi-même. Vous savez, moi, j'ai été très marquée par une interview des réalisateurs du dessin animé Disney Vaiana, qui était extrêmement fier d'annoncer qu'il faisait la première princesse Disney sans histoire d'amour. Et donc, c'était présenté au moment de la sortie de Vaiana comme le premier véritable Disney féministe. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire véritablement que le comble du féminisme, pour qu'une femme soit complètement libre, pour qu'elle soit complètement... si vous voulez, sans attache de ces hommes-là, eh bien, il faut renoncer à l'amour, parce que l'amour, c'est une forme de collaboration avec l'ennemi, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux femmes qui défendent et les hommes et les femmes, dont je fais partie. Les féministes nous disent à nous que nous sommes anti-féministes et que nous sommes soumises au patriarcat, si vous voulez. D'autant que vous reconnaissez quand même que le mouvement MeToo a eu quand même un intérêt, une utilité. À un moment donné, il fallait aussi dénoncer... des pratiques inouïes, très dures, des hommes sur les femmes. Il y a eu quand même de l'intérêt pour mais ce écoutez, MeToo. Harvey Weinstein, je veux dire, évidemment qu'il méritait quelque part son sort. Quand vous lisez les témoignages des femmes qui ont subi le pire sous son joug, mais vous voyez aussi bien qu'il y avait un problème aussi dans ces milieux-là de pouvoir, où effectivement, à une période de l'histoire, les hommes ont détenu le pouvoir, qu'ils ont joué sur certaines femmes, qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des femmes qui ont souffert, qu'il y a eu
surtout des femmes qui n'arrivaient pas à libérer cette fameuse parole-là, qui se sentaient honteuses. Et tout ça, il faut accueillir ces souffrances et ces douleurs avec compassion, avec humanité, avec sororité, même si j'oserais dire. Le problème, c'est évidemment les dérives de ces mouvements qui existent et encore une fois, qui existent au quotidien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vous explique qu'un dessin animé sans histoire d'amour, eh bien, c'est le dessin animé le plus féministe qui soit. On voit bien qu'il y a un problème aujourd'hui. Et vous savez, ce problème-là qu'il y a dans l'amour, il se vérifie avec des chiffres très objectifs et très simples. Il y a eu cette fameuse enquête IFOP qui est parue il y a quelques semaines. J'allais vous la poser, cette question. Non, mais vous avez raison. Cette enquête IFOP qui révèle que la proportion des Français ayant eu un rapport amoureux, sexuel en vérité, au cours des 12 derniers mois, n'a jamais été aussi faible en 50 ans. C'est un rapport, donc, pour vous, Noémie Alioua, avec la déconstruction, je mets entre guillemets, de l'amour cher à Madame... Ah oui, bien sûr. Les discours néo-féministes abîment l'amour, ils abîment les hommes, ils abîment les femmes. Et évidemment que cela se répercute sur des chiffres que l'on peut voir de façon très objective. Il n'y a évidemment pas que ce facteur-là. Lorsqu'il y a eu ce fameux phénomène de récession sexuelle dont on a parlé au moment de cette enquête IFOP, l'idée qu'effectivement les Français ne font plus l'amour, et particulièrement les jeunes, il y a divers éléments qui le montrent. On voit bien que, par exemple, les écrans, la révolution technologique a évidemment son rôle à jouer dans la question. On voit l'explosion du porno, de vente des sextoys. Il y a une dissolution du lien amoureux. Il y a beaucoup moins de relations amoureuses, si vous voulez. Ça, c'est un fait avéré. Et évidemment, la question, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Et il me semble que l'idée de cette idéologie néo-féministe qui est toujours plus radicale, qui va toujours plus loin, joue aussi dans cette peur qui est en train de s'installer, puisque, vous savez, depuis la sortie de mon livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'hommes qui m'expliquent qu'ils n'osent plus séduire les femmes. Ils ont peur. Parce qu'ils ont peur aussi, si vous voulez, d'être rangés chez les harceleurs. C'est un phénomène qui a existé aux États-Unis depuis 20 ans. On a un peu 20 ans de retard, mais on a pas toujours pour un progrès. Je pense que ce n'est pas un progrès du tout. C'est-à-dire tout ce qui menace l'amour, à mon sens, est plutôt un danger qu'autre chose. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Alors vous citiez tout à l'heure, Noémie Alioua, un dessin animé que je ne connaissais pas d'ailleurs. En revanche, je connais bien La Belle au bois dormant. Qui ne connaît pas La Belle au bois dormant, qui est d'abord un conte. Et vous dites dans ce chapitre, eh bien, pour ces féministes-là, rouges, staliniennes, totalitaires, La Belle au bois dormant, c'est tout simplement l'apologie du viol, puisque le prince vient embrasser sur la bouche, sans son consentement, la belle au bois dormant. Et ça, donc, c'est du viol. Oui, écoutez, c'est un exemple qui est extrêmement révélateur. Ce discours-là, vous le retrouvez très facilement dans la littérature féministe aujourd'hui. Cette interprétation qui vous explique effectivement que le prince Philippe, lorsqu'il embrasse la Belle au bois dormant, donc la princesse Aurore, pour la réveiller, pour la sortir de son maléfice, de ce sortilège qui a été lancé par la méchante fée maléfique, eh bien, lorsqu'il l'embrasse, il ne lui donne pas son consentement. Donc, c'est une affaire qui fait partie de cette culture du viol. C'est une apologie du viol pour les néo-féministes aujourd'hui, l'histoire de la Belle au bois dormant. Or, qu'est-ce que j'essaye d'expliquer dans ce chapitre consacré à la question? C'est plutôt que, depuis toujours d'ailleurs, cette histoire montre au contraire la résurrection par l'amour. C'est l'idée que lorsque le prince Philippe embrasse la princesse Aurore, il la réveille, il la sort de son sommeil, il la sort de son sortilège, d'autant que je rappelle qu'elle était amoureuse de lui, elle lui a consacré une chanson, elle l'avait vue dans ses rêves. Et donc, il y avait déjà une histoire d'amour entre eux. Il la réveille, il la sort de son sommeil, elle revient à la vie comme tout le château. Et ensuite, on dit que c'est un porc et un violeur. Un porc, parce que c'est le terme qui est utilisé depuis le mouvement Balance son porc pour désigner les agresseurs sexuels. Donc, cette affaire-là résume extrêmement bien, si vous voulez, la façon dont l'amour est attaqué et nié, la façon dont les hommes sont a priori toujours criminalisés dans leur comportement, même lorsqu'ils sont vertueux, et les femmes toujours victimisées. Voilà. Alors, on arrive à un moment de notre entretien, de notre émission Sépharim, avec toujours cette traditionnelle pause musicale que vous avez choisie. On va écouter, après vous nous direz pourquoi. ככה מתחיל הקליפ.
לא משנה לי איפה, הפכתי את העולם ואין בו מישהי שתראה אותי כמו שאת, ולגדול איתך ביחד, שני ילדים בלי פחד, מול הנוף של אלוהים ביום שבת. אני על הכנת מילים, את פעימות הלב שלי, סתם חיוך של בוקר בלי סיבה. יש לי מיליון סיבות לומר אני אוהב אותך, ואיך מכל הנשמות זכיתי בך, מלאך שלי. אז אל תדאגי, כי יש לי מיליון פרחים רק לקשט הלב שלך, בשביל של החיים אני אלך איתך, תמיד שלך, תמיד שלך. וזה שקוף כמו מים, שנהיה לנצח שניים, אני אחות גם על שמיים בלבן. ומי צריך מסגרת, נחיה פשוט כמו סרט, את תהי כוכבת ואני קל. Vous êtes toujours sur Radio J dans l'émission Sepharim et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Noémie Alioua, son livre La terreur jusque sous nos draps. Petit lapsus, Sauver l'amour des nouvelles morales aux éditions Plomb. Noémie, on a fait cette pause musicale, vous pouvez dire à nos auditeurs, mais je pense qu'ils le savent, ça vient d'où? D'Israël? Oui, ça vient d'Israël et c'est le chanteur, le très célèbre chanteur israélien Omer Adam qui a écrit cette chanson pour sa fiancée Yael Shelbia, qui est aussi une mannequin extrêmement connue en Israël et de par le monde. Ils ont enregistré le clip d'ailleurs à Paris lorsqu'ils étaient et ils sont venus un week-end en amoureux et il lui a présenté cette chanson qui est une sorte de déclaration d'amour. Donc c'est vraiment voilà, une très belle histoire. C'est une chanson, une déclaration d'un homme envers une femme, moderne, jeune, et c'est la vie, quoi. C'est la vie. Alors, dans ce livre, on en parle depuis le début, le féminisme radical auquel vous vous attaquez a été totalement, c'est le moins qu'on puisse dire, silencieux sur le martyre des jeunes femmes juives d'Israël, ou jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. D'abord, cette violence en fait symbolique qui constitue ce silence, parfois même cette défiance de ces féministes staliniennes, rouges en talons. Ça signifie quoi aujourd'hui? On peut dire que c'est une surviolence sur ce qui s'est passé, sur le massacre. Ça signifie aussi la grande hypocrisie de ces mouvements qui disent défendre les femmes, qui disent être alerte à la souffrance des femmes, mais qui en fait instrumentalisent toute cette douleur-là pour des combats politiques. Parce que effectivement, là, en l'occurrence, lorsque ce sont des Israéliennes, lorsque ce sont des Juives, eh bien c'est une douleur à laquelle qu'on ne veut pas entendre. Et si vous voulez, ça montre l'hypocrisie de tous ces milieux-là, qui finalement ne sont pas sensibles à toutes les femmes, et en quoi les Israéliennes seraient moins femmes que les autres, et en quoi les Juives israéliennes qui ont vécu le pire, parce qu'il y a eu des viols de masse, eh bien ne mériteraient pas aussi une part de leur compassion. C'est véritablement leur hypocrisie là qui est mise en lumière dans tout ça. Voilà, c'est ce que vous dénoncez aussi dans ce livre de plusieurs manières, un livre assez passionnant, il faut bien le dire, avec vos thèses, vous en avez 3 sur ce phénomène. Vous dites, on a parlé, les 3 menaces, c'est la politisation de l'intime, on en a parlé, la pathologisation du sentiment, qui consiste à concevoir l'amour et ses tourments comme une emprise, on aurait pu en parler beaucoup, et puis troisièmement, la criminalisation du masculin à déconstruire. Alors, on est aujourd'hui, l'émission est diffusée aussi le jour de Pourim, la fameuse reine Esther, personnage biblique incontournable, héroïne. Elle a joué de ses charmes et de son intelligence pour essayer de sauver le peuple juif. C'est un beau symbole, c'est une belle héroïne pour vous? Oui, tout à fait. Ça montre bien, si vous voulez, que les femmes n'ont jamais été toujours les victimes de l'amour, comme on essaie de nous l'expliquer aujourd'hui. Les femmes ont été puissantes. Et peut-être d'ailleurs que c'est dans l'amour, là où elles sont le plus puissantes, parce qu'elles peuvent jouer de la séduction très facilement. Les hommes sont beaucoup plus
Ils sont beaucoup plus naïfs quelque part. Ils sont très sensibles à la séduction. Et les femmes en jouent, elles en ont toujours joué. Et là, la reine Esther, c'est la reine du jeu de la séduction. Donc effectivement, si vous voulez, c'est une belle histoire parce que justement, elle vient invalider toutes ces théories et toutes ces thèses qui veulent absolument proposer une lecture très victimaire de la femme. On parlait tout à l'heure de La Belle au bois dormant. Vous réservez un sort dans ce livre à Barbie et Ken, le couple phare, et finalement c'est aussi la guerre des sexes. Et pour le dire aussi à nos auditeurs, vous faites aussi vous jetez un regard sur Vincent Cassel et sa femme beaucoup plus jeune que lui. Ça pose aussi beaucoup de problèmes. Sans oublier, bien sûr, Brigitte et Emmanuel Macron, la symétrie des âges. On arrive presque au terme de notre émission, et la coutume, c'est aussi cette fois-ci de parler des auteurs, des livres qui vous ont fasciné, y compris dans le domaine de la littérature juive. Alors je vais vous laisser lire les premières lignes de ce texte que je suis sûr nos auditeurs vont reconnaître, mais encore faut-il qu'il ait entendu par votre douce voix. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux, à travers ton voile, sont des colombes. Ta chevelure est un troupeau de chèvres couchés sur la montagne de Gilead. Tes dents sont un troupeau de brebis tondues, remontent du bain. Toutes sont mères de jumeaux, aucune n'est stérile. Tes lèvres sont des bandelettes d'écarlate et ta voix est agréable, etc., etc. Et tes voix est agréable. Ton cou est la tour de David, bâtie pour les trophées, 1000 boucliers. Ils sont suspendus, toutes les carquois des braves. Je lis pour que les auditeurs aient le temps de réfléchir. Tes seins sont 2 fans jumeaux de biche, paissant parmi les roses. C'est magnifique, évidemment. Magnifique. Alors pourquoi vous avez choisi ce texte? C'est tout le monde l'a reconnu. Le Cantique des Cantiques, écrit par le roi Salomon, et c'est le chant d'amour le plus mythique, le plus beau, le plus puissant, qui a été interprété de 1000 façons, puisque certains nous expliquent que c'est en fait une déclaration d'amour de Dieu à son peuple. Oui. Donc il y a 1000 interprétations, mais c'est le chant d'amour par excellence qui figure dans l'Ancien Testament, qui a été donc écrit par le roi David. Et il me semble que si on veut parler d'amour, effectivement, nous avons de grandes œuvres qui ont traversé l'histoire. Et évidemment, celle du Cantique des Cantiques est dans la mythologie de ce qui touche l'amour. Ah, il faut lire, évidemment, ou relire le Cantique des Cantiques, ce que font les Juifs pratiquants à la synagogue tous les vendredis soirs. On va terminer par cette question. Tout à l'heure, en filigrane, vous vous présentez comme une essayiste et une journaliste de combat aujourd'hui? Oula, c'est une vraie question, ça. Alors, attendez, en quelques secondes, vous voulez que je réponde à ça? Oui, parce que je veux sauver l'amour, c'est vrai. Quelque part, vu que mon combat là pour ce livre, c'est de sauver l'amour, alors quelque part, oui, je suis une journaliste de combat. Sauver l'amour, des nouvelles morales, ça c'est le sous-titre, mais le texte, ça s'appelle La Terre, la terreur, jusque sous nos draps, aux éditions Plomb. Merci Noémie Alioua d'avoir été avec nous dans Sepharim, et à très bientôt. À très bientôt.